Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le Parti social-démocrate PSD Bassira a soufflé ce matin sa première bougie au palais du 29 juillet. Un anniversaire qui a drainé des milliers de militants et sympathisants du parti du Mohamed Ben Omar. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. C'est une véritable démonstration de force qu'a prouvé le Parti social-démocrate PSD Bassira à travers un palais de 29 juillet plein à craquer à l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire du parti. Ce qui réjouit à plus d'un titre le président. Permettez-moi, à votre nom à tous, de transmettre au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mahamadou Issoufou, notre profonde gratitude pour les appuis multiformes dont nous avons été l'objet de notre congrès constitutif à aujourd'hui. Je tiens à lui transmettre, ainsi qu'à son gouvernement et à l'ensemble de la nation nigérienne, toutes nos condoléances suite au lâche assassinat dont sont l'objet nos forces de défense et de sécurité. Je n'oublierai pas la perte subite de notre grand frère et le conseiller de tous les instants. J'ai appelé le président Moussa Moumouni Jarmakoy. Je me réjouis de vous voir tous ce matin en communion avec nous autour de ce petit poussin que le PSD Bassira. Mais j'en suis convaincu, la main dans la main, nous allons soulever des montagnes, Inch'Allah. Vous venez de démontrer à la face du monde qu'on peut changer une donne. Et à cœur vaillant, rien d'impossible. Les partis de la mouvance réunis au sein de la MRN ont tenu également à saluer le leadership de Ben Omar. Monsieur le Président, au nom des leaders de la MRN, vous dire toute la joie qui nous anime d'être ce matin à vos côtés pour prendre part à cette cérémonie grandiose au cours de laquelle nous avons pu noter la grande ferveur qui anime les militants de votre parti présents dans cette grande salle. J'en suis d'autant plus heureux personnellement que cette ferveur si rare est l'effet d'une mobilisation de jeunes particulièrement enthousiastes. En créant le PSD Bassira, vos camarades et vous avez fait il y a 2 ans de cela le pari de cette mobilisation et vous l'avez réussi. Le PSD est un parti certes jeune mais qui est né avec ce train dedans compte tenu des personnes expérimentées qui l'animent dont à sa tête le charismatique Mohamed Ben Omar. Le PSD est un parti qui pèse sur l'échiquier politique à seulement 2 ans d'existence, ce qui n'est pas donné à n'importe quel genre de parti. Les familles des forces de défense et de sécurité mises aux arrêts dans les prisons du Niger pour manquement à la discipline militaire ont rendu public ce matin une déclaration, la 2e du genre à Alternative Espace Citoyen. Objectif à plaider la cause de ces détenus. Retrouvons Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Plaider la situation dans laquelle végètent des centaines de forces de défense et de sécurité détenues pour manquement à la discipline militaire, c'est ce qui a réuni épouses, frères et fils à Alternative Espace Citoyen. Aujourd'hui encore, la situation de ces éléments des FDS gardés en prison depuis plus de 2 ans pour certains n'a guère connu une évolution. Pire, notre précédent appel est resté sans suite. C'est pourquoi nous avons décidé de saisir cette date historique de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour encore rappeler aux responsables du tribunal militaire que nos parents FDS gardés en prison pour certains supposés manquements à la discipline militaire sont eux aussi des citoyens de ce pays qui ont droit à la justice. En effet, ce tribunal refuse, et cela en violation du statut et règlement militaire, de traiter et juger avec équité les dossiers des détenus comme le prône l'égalité de la loi pour tout citoyen civil comme militaire devant la justice. Devons-nous comprendre que le tribunal militaire qui enfreint aux règles élémentaires de la procédure pénale soit au-dessus de la justice du tribunal du droit commun?
Ces soldats n'ont-ils pas droit à l'équité de la loi devant la justice? Ce tribunal militaire continuera-t-il à réduire au silence au fond de leur cellule ces soldats qui ont pourtant choisi de donner leur vie pour défendre ce pays? Ainsi, c'est comme ça que ces soldats seront remerciés pour tout le sacrifice qu'ils ont consenti pour ce pays. Les familles de ces détenus invitent les autorités à libérer ceux-là même qui ont servi le Niger. De se saisir de cette situation combien révoltante, car ces FDS seront mûrs au front à défendre ce pays que de les garder en prison pendant une telle durée sans aucune suite. Dans ces moments difficiles et de désespoir qui nous animent, car des mois se sont écoulés et même des années sans nos parents, dans cette pauvreté qui nous consume jour pour jour, car nos maris jetés en prison ne perçoivent plus leur solde, laissant ainsi des foyers sans aucun revenu pour la plupart. En ce moment où le soleil s'éteint dans nos foyers, nous avons saisi cette date historique de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour porter notre cri de détresse auprès des autorités nigériennes, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État Mahamadou Issoufou, chef suprême des armées et premier magistrat de la République, pour que ces FDS puissent retrouver leur liberté, car derrière ces FDS en prison souffrent des milliers de femmes et d'enfants. Ces familles en appellent le président de la République Issoufou Mahamadou à faire sécher leurs larmes à travers la libération des détenus. Et puis vous suivrez en partie magazine de ce journal l'entretien que nous a accordé le professeur émérite de géographie politique Christian Bouquet. L'entretien portera sur la géographie politique en Afrique, notamment dans les zones grises. Rendez-vous donc en fin du journal. Autre aspect de cette édition, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Moujène, a organisé hier une conférence publique sur le thème gouvernance au Niger. Une rencontre qui se veut de proximité avec les populations du Niamey. Un extrait avec Sraji Issa, le président du Moujène. Nous avons un message à l'encontre de la population de Niamey. C'est des rencontres de proximité pour les thèmes que nous avons retenus. C'est la gouvernance au Niger, cas de la loi des finances 2018. Il s'agit ici de faire des rencontres, une série de rencontres avec la population, qu'elle soit en tout cas de quartiers de plus reculés. Nous allons aller vers eux. Parce que c'est des populations que ça fait longtemps qu'ils ont besoin en tout cas de nous rencontrer. Et aussi nous avons, c'est une possibilité, c'est une opportunité pour cette population de prendre la parole et puis de discuter, de faire un débat public avec eux et recueillir quelques messages, en tout cas qu'ils ont à l'endroit des gouvernants, à l'endroit de nous, de la société civile. Donc il s'agit ici d'expliquer aux Nigériens le problème dans lequel se trouve notre pays, les chaos dans lesquels se trouve notre pays, et précisément concernant la loi de finances 2018, il s'agit de relever un certain nombre de mesures ou de nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le projet et adoptées par le parlementaire. Et ces mesures sont en tout cas contraires aux préoccupations et aux aspirations, en tout cas légitimes du peuple nigérien. Donc c'est des nouvelles mesures tendant en tout cas à asphyxier la vie des Nigériens déjà meurtris, en tout cas au quotidien. Ils sont dans la pauvreté, la précarité, le chômage endémique. Et c'est sans pitié que le gouvernement a pris des nouvelles mesures pour pouvoir en tout cas rendre la vie impossible à la population nigérienne. Donc nous avons décidé d'aller quartier par quartier dans toutes les places publiques pour rencontrer les Nigériens et en langue qu'ils comprennent, pour en tout cas les rencontrer et échanger avec eux, discuter avec eux, faire un débat franc
et en tout cas leur dire en tout cas la réalité de cette loi de finances et les conséquences, en tout cas d'ici un mois. Il s'agit de sensibiliser, éduquer les Nigériens. Et quand il s'agit aussi, à ce qui concerne les manifestations, notre objectif principal, une fois en tout cas appeler les gens à manifester, notre objectif c'est d'avoir 1,5 million de Niaméens ou de Nigériens en tout cas qui vont sortir manifester leur mécontentement face à ces nouvelles mesures prises dans la loi de finances. Cérémonie de remise de trophées aux meilleures entreprises de l'année hier soir à l'Académie des Arts Martiaux. Une cérémonie organisée par le Salon national de l'information pour le développement à SANID. Le groupe de presse Labari a également reçu ce trophée. Le compte-rendu de Abdul Razak Léo et Abdel Nasser Seydou. Les héros méconnus, tel est le nom que donne le SANID, Salon national d'information sur le développement, aux meilleurs acteurs de développement, cadres et techniciens nigériens. Cette cérémonie de remise de trophées leur est dédiée. Nous les avons nommés les héros méconnus parce que ce sont des citoyens qui ont parfois eu des parcours exemplaires, des parcours universitaires exemplaires et qui ont décidé de consacrer leur vie, leur expérience, leur diplôme au service de leur nation. Voilà pourquoi notre agence de communication, Émergence Conseil Communication, en partenariat avec d'autres experts en communication, avons décidé qu'il était temps de mettre le technicien nigérien, de mettre le cadre nigérien désormais au cœur du développement. L'idée pour nous est de faire la promotion de la communication pour le développement désormais. C'est-à-dire que nous avons voulu, à travers le SANID, permettre aux citoyens nigériens de connaître, d'aller à la rencontre des ministères, des différents ministères de la République du Niger et savoir le travail, les réalisations et les actions que ces ministères effectuent en cours d'année. Bien souvent, malheureusement, ces actions et ces réalisations sont méconnues, ce qui amène parfois l'opinion publique à mal juger l'action de ces cadres-là et de ces techniciens-là. L'occasion également pour le groupe de presse Labari de recevoir un trophée qui le classe parmi les meilleurs. Ce trophée témoigne le travail inlassable que cesse de déployer les personnels du groupe de presse Labari. Et c'est pour dire que le groupe de presse Labari, les agents font de leur mieux, tant bien que mal, pour vraiment informer, sensibiliser et éduquer la population à travers la radio, la télé et sur les réseaux sociaux. Ce trophée est dédié à l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs et internautes du groupe de presse Labari. Et ce travail, on ne peut que s'en réjouir. Une fois de plus, ce qui prouve que notre travail, vraiment, on le fait de manière convenable. Comme disent l'adage, vraiment, nous servons avec la passion. Le Salon national d'information sur le développement s'est tenu sur 3 jours et a été organisé par Émergence Conseil et Communication et ses partenaires. Comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacré à l'entretien que nous a accordé le professeur émérite de géographie politique Christian sur la géographie politique en Afrique. Très bonne réception. Le Niger est un pays que je connais depuis longtemps puisque ma thèse de doctorat d'État portait en partie sur le Niger, elle portait sur l'ensemble du bassin du lac Tchad, donc il y avait toute une partie nigérienne. C'est un pays où j'ai vécu assez longtemps. Et j'y reviens avec beaucoup de plaisir, à la fois pour faire donner des cours à l'IRCH, donner des conférences, et puis circuler un peu dans le pays, parce qu'un géographe, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans observer la nature. Ma spécialité, c'est la géographie politique, parce que j'ai fait pendant toute ma vie de la géographie classique, et je me suis aperçu au bout d'un moment, un peu comme Yves Lacoste, que tout ou presque était également politique. Donc je me suis adapté à une nouvelle spécialité qui est la géographie politique. La définition que j'en ai donnée à vos camarades étudiants, c'est que c'est de la géopolitique avec des cartes. Nous travaillons, nous, surtout sur les cartes, donc à partir des réalités du terrain, de la nature et de la réalité des hommes qui peuplent cette nature.
L'une de mes conférences était sur la géographie politique des crises de la zone sahélienne et comme vous avez pu le voir, puisque vous avez déjà couvert cet événement, j'expliquais que l'une des causes des crises dans la zone sahélienne était l'existence de zones grises. J'expliquais les zones grises comme étant un territoire dans lequel l'État n'est plus présent, ou est peu représenté, en tout cas contrôle beaucoup moins qu'il devrait le faire. Et à partir de là, évidemment, ce sont d'autres autorités qui se substituent et qui prennent le contrôle. Alors c'est le cas de l'Azawad, c'est le cas de toute une partie du territoire nigérian, la zone qui est contrôlée par Boko Haram, et on peut imaginer, mais ça il aurait fallu vérifier par l'enquête, et c'est toujours difficile, que des grands pays comme le Niger sont forcément menacés par la création, la constitution de telles zones grises. Lorsque les États ne contrôlent plus les zones où se trouvent des richesses minières, ils sont très rapidement supplantés par des seigneurs de guerre, la plupart du temps, qui profitent du fait que c'est un État de non-droit pour, comme je le dis souvent, s'asseoir sur une ressource minière, surtout si elle est à haute valeur ajoutée. Je pense au diamant, mais je pense aussi à l'or, je pense au coltan en RD Congo, en Libye, carrément même si c'est du pétrole, sur le pétrole, dans le delta du Niger c'est aussi sur du pétrole. Ça leur permet de se faire énormément de recettes, de donc pouvoir acheter des armes et contrôler réellement le territoire sur lequel ils sont, y compris en luttant contre les forces de l'ordre du pouvoir central. Dans le cas du Nigeria, les gens du delta du Niger aimeraient bien garder pour eux seuls la richesse pétrolière. Donc on peut penser que les gens du Nord qui n'ont pas de pétrole seraient fondés aussi à se révolter. Et d'ailleurs, ils se sont révoltés dans le cadre de Boko Haram. L'apport de la géographie politique, c'est les cartes que nous dessinons et donc qui évidemment donne une idée beaucoup plus précise des régions qui sont développées par rapport aux régions qui sont moins développées. Vous avez peut-être remarqué l'autre jour, la dernière conférence que j'ai donnée au CCFN, la dernière question qui a été posée par une jeune fille, c'était « Que pensez-vous des solutions fédéralistes ?» Et j'étais content de cette question parce que le fédéralisme, il est né de la carte. C'est une carte qui peut représenter la manière dont on peut éventuellement redécouper à l'intérieur d'une nation en grandes régions, de façon à ce que chacun retrouve un petit peu d'autonomie et donc organise un peu mieux seul son propre développement. Et c'est difficile de porter un jugement sur ce que j'ai pu observer, mais je vais quand même vous dire quelque chose parce que ça m'a frappé. J'ai quand même eu l'impression, à moins de 100 km de la capitale Niamey, d'avoir retrouvé des campagnes comme celles que je connaissais il y a 50 ans. Donc je me suis posé la question, que s'est-il passé en 50 ans pour que je retrouve les mêmes villages sans eau, sans électricité, sans assainissement et sans pratique agricole mieux développée ou plus productive que ce que j'avais connu il y a 50 ans, parce que j'ai bien connu ça il y a 50 ans, vous avez vu à quel point je suis vieux, donc forcément j'étais déjà là. Là encore, c'est toujours délicat de faire porter la responsabilité sur les autorités d'un pays qui n'est pas le mien. Autant je peux le faire et le dire quand je suis chez moi, autant en principe je dois respecter une obligation de réserve quand je suis à l'étranger. Mais je répète ce que je viens de dire, j'ai constaté des faits, c'est qu'en effet la petite partie de campagne nigérienne que j'ai vue, parce qu'en 8 jours on ne peut pas voir tout le pays, la petite campagne nigérienne que j'ai vue n'a pas beaucoup progressé depuis l'indépendance. Donc à vous peut-être, plus qu'à moi en tout cas, d'aller chercher quels sont les responsables. Je pense qu'il faut que chacun prenne sa responsabilité, aussi bien les autorités que ceux qui critiquent les autorités, ou que ceux qui vivent dans ces territoires-là un petit peu déshérités et un petit peu abandonnés, soit en revendiquant qu'on attache davantage d'importance à leur sort, soit carrément en se retroussant les manches et en disant que on va peut-être chercher soi-même des solutions aux différents problèmes. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur, au Niger, comme dans la plupart des pays de l'Afrique sahélienne, sur deux choses. La démographie, d'abord, qu'il faut absolument maîtriser. Ça, c'est un problème que je rencontrais déjà il y a 30 ans, lorsque j'étais à l'ambassade de France. Et malheureusement, la transition démographique au Niger a été ratée, il faut bien le reconnaître.
on va encore avoir pendant 10, 15 ou 20 ans une croissance démographique qui sera probablement contraire au développement du pays. Et le deuxième défi, qui va avec le premier, c'est que comme la population s'est accrue de façon exponentielle, eh bien, il faut lui donner l'éducation qu'elle mérite. Or, j'ai bien l'impression, c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai lu des rapports, plusieurs rapports, que le système éducatif est relativement sinistré dans ce pays. S'il n'y a pas d'éducation, c'est la menace qui plane en effet sur la société nigérienne, d'être, comme vous dites, dans l'obscurité totale. Vous étiez peut-être à la conférence que j'ai faite sur les zones grises, en indiquant le rapport entre les zones grises et le développement de l'épidémie Ebola. Je montrais bien que ça s'était développé en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, dans des zones abandonnées par l'État pratiquement, où il n'y avait plus d'école. Et donc, le message sanitaire qu'il fallait faire passer absolument pour qu'il n'y ait pas cette contamination rapide ne passait pas. Ça s'appelle le rattrapage territorial, donc la reconquête administrative de toutes les zones où peut-être l'État nigérien a reculé, hein, où il n'est plus présent, ou bien où il n'est plus reconnu, respecté. Et ça s'appelle le rattrapage territorial, donc remettre un maillage administratif et puis reconquérir la confiance des populations, faire en sorte que les gens croient encore ou recommencent à croire en l'État, mais pour que les populations recommencent à croire en l'État, il faut que l'État leur montre qu'il est digne de cette confiance en développant des programmes de développement significatifs et non pas des choses que l'on saupoudre et qui n'ont pas de suite. Il faut que l'État fasse en sorte que l'ordre soit rétabli dans ces régions-là.